bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez avoir du bon contenu parce que je suis complètement excité, disposé, disponible, en super forme pour vous donner une très belle formation ce soir. Et notre formation va porter spécifiquement sur la pré-entrevue, également sur le tri des CV. Et puis, si on n'a plus de temps encore, on va parler du type d'entrevue, parce qu'il y en a plusieurs types. Et ce que je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer 2 choses que doit contenir un CV pour que ça puisse retenir l'attention du recruteur. Et deuxièmement, je vais vous dire pourquoi j'avais eu j'ai été absente pendant tout ce temps. J'ai passé trop de temps sans être avec vous et je dois vous avouer que vous m'avez manqué beaucoup. Mais dans la vie, il faut savoir faire un choix. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, où ça que j'étais. Et vous allez, ça va vous signifier quelque chose. Donc, voilà. Donc, lors de notre dernière vidéo, de quoi j'avais parlé? Moi-même, je me donne pour obligation de toujours faire ce que l'on appelle une rétrospection pour vous mettre dans le bain. La dernière fois, on était dans l'avis d'offre d'emploi. On dit avis d'offre d'emploi ou bien appel à la candidature ou bien annonce de poste. OK? Et donc, c'est de ça qu'on avait parlé la dernière fois. Donc, ce soir, donc je suis en train de vous parler exactement la réception des CV. Donc, puisque automatiquement que l'on aurait fini de lancer ce que nous appelons l'avis d'offre d'emploi, maintenant, nous allons devoir recevoir les candidatures pour quel que soit le poste. Donc, on doit passer par là. Et quand on arrive à la réception des candidatures, donc, il faudrait que l'on prenne du temps pour trier les CV. Donc, pour vous autres qui auraient à peine en train de suivre mes vidéos, je vais faire un petit peu de récapitulatif pour vous. Normalement, pour mieux effectuer ce travail, je suis en train d'avancer à partir d'un plan, d'un plan de recrutement. Je disais tantôt qu'on dit recrutement ou bien on dit processus de recrutement ou bien dotation. Dans mon plan, si j'ai jeté un petit coup d'œil dans le plan que j'avais conçu, donc la première chose que l'on doit faire dans un processus de recrutement ou bien dans le cadre d'une dotation, on doit premièrement analyser les tâches. Quand on aura fini d'analyser les tâches, c'est à partir de ce moment, on va créer ce que l'on appelle la description de tâches. OK? Quand on est fini de faire la description de tâches, on va définir également la description de poste. Mais je dois vous rappeler que vous qui m'avez suivi un petit peu avant, je vous ai expliqué que pour déterminer si l'on doit faire un recrutement ou non, on devrait antérieurement se rendre dans le plan stratégique de l'entreprise en consultant le plan d'exécution annuel. Et du plan d'exécution annuel, on avait dégagé le plan d'opération. On devrait, se rendre dans le plan d'exécution pluriannuel. Et à partir du plan d'exécution pluriannuel, on va devoir consulter le plan d'opération annuel. Et à partir du plan d'opération annuel, on va vérifier s'il y a des besoins en ressources humaines. Et à partir que l'on a en main le plan d'opération annuel, on va faire une comparaison entre les besoins des ressources humaines et la disponibilité des ressources humaines. Et c'est à partir de ce moment que l'on va déterminer si la disponibilité est supérieure aux besoins prévus.
Donc, on va faire ce que l'on appelle les mises à pied, on va faire le départ à la retraite s'il y a lieu, on va faire plein de choses pour diminuer cette quantité. Au contraire, si la quantité de ressources humaines qui est à l'intérieur de l'entreprise qui est en poste est inférieure à la quantité qui a été prévue dans le plan d'opération annuel, donc on va procéder au recrutement. Donc c'est ça que l'on est en train de faire là. Donc c'est ça le processus de recrutement. Donc dans le plan de recrutement, puisque l'on voit qu'il y a un besoin évident, pertinent en ressources humaines, donc ce que l'on fait, on va directement passer à ce que l'on appelle la dotation. Donc, dans le plan de dotation, donc dès que l'on va faire la dotation, on doit mettre en avant la marque de l'employeur, c'est ce que nous avons dit. On doit analyser les tâches, c'est-à-dire faire une description de tâches pour voir pour tel poste, quelles sont les activités, de quoi va constituer la responsabilité de la personne tous les jours. C'est ce que nous avons dit. Et puis, à partir de la description de tâches, après quoi, on va créer la description de poste qui a 10 parties. Donc, vous allez devoir retourner dans les autres vidéos pour regarder ce que l'on avait dit avant. Et à partir de la description des tâches, donc, une fois que l'on a la description la description des tâches, on a la description de poste, on a la marque de l'employeur. À partir de tout ça, on va constituer ce que l'on appelle l'annonce de poste. Donc, la dernière fois, c'est ça que nous avons vu. Nous avons vu l'annonce de poste. Mais automatiquement, qu'on avait fait l'annonce de poste, c'est sûr que nous allons avoir beaucoup de CV. Et des CV, nous allons trier les CV, évaluer, c'est-à-dire que ça va prendre du temps pour analyser les candidatures afin de rechercher les compétences qui correspondent exactement au poste qui a été publié. Ça, c'est très important. Mais ce qui arrive, c'est que dans un processus de recrutement, avant d'arriver avant d'arriver à ce que l'on appelle le tri des CV, il y a tellement de temps qui passe. Et puis, en plus du temps qui peut être passé, mais il y a aussi ce que l'on appelle la disponibilité des postulants. Et je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Par exemple, imaginez que j'ai lancé un appel à la candidature pendant 22 jours. Mais il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi active. Une recherche active d'emploi fait que pendant que je suis en train de poursuivre mon processus de recrutement avec les postulants qui ont déposé leur candidature, il se pourrait que si la personne était en recherche d'emploi active, elle pourrait entre-temps avoir déjà trouvé un emploi. Donc, pour cela, après avoir reçu les CV, il faudrait qu'on effectue un pré-entrevue pour se rassurer que la personne est toujours intéressée au poste qui a été publié. Donc, c'est très important parce que il se pourrait que vous preniez tous les processus qu'il faut pour donner une entrevue en face à face avec un postulant. Pourtant, le temps, ton processus a été tellement long et puis elle a eu le temps de trouver un autre poste, il est déjà en poste et il n'est pas intéressé à votre poste. C'est ça l'objet de la pré-entrevue. Et ce que vous devriez savoir, c'est que la pré-entrevue se fait toujours, ou bien le plus souvent, pour ne pas dire toujours, se fait toujours par téléphone. Donc, quand vous avez fini de recevoir les CV, vous avez trié les CV, il y a des CV, et généralement, dans un tri des CV, il y a 3 lots. Il y a le premier lot qui n'est pas pertinent, on le met de côté, qui ne correspond pas du tout au poste. Il y a un deuxième lot qui pourrait répondre à la satisfaction du poste, par exemple à 50% ou bien à 60-70%, on fait un deuxième lot. Et il y a un troisième lot qui est constitué des personnes qui correspondent
et à 100% ou bien à 95% ou bien à 80% des exigences du poste qui a été annoncé. Donc, à partir de ce moment, la pré-entrevue va être faite avec ces personnes-là. Les personnes qui correspondent au poste à 80, 90, 95, 100%. Donc, c'est pour cela, quand on a ce groupe de personnes-là, donc ils sont prioritaires, donc il faudrait qu'on effectue une pré-entrevue pour nous rassurer que ces personnes-là, au moment où on est en train de continuer avec le processus de recrutement, donc ils sont toujours disponibles, ils sont prêts pour poursuivre la course vers le poste. Donc, c'est pour cela qu'on fait un pré-entrevue. Et puis, non seulement, pourquoi on fait, c'est la première raison qui fait qu'on doit faire une pré-entrevue. La deuxième raison qui pourrait porter à faire une pré-entrevue, c'est le fait que la plupart du temps, et ça c'est très important, il faut retenir ça bien, la plupart du temps, et que ce soit du côté de l'employé, que ce soit du côté de l'employeur, ce point-là est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la plupart du temps, vous recevez des CV qui sont vraiment extraordinaires et tous les points du CV, les CV sont, je dirais, peut-être catalogués avec le poste. Et pourtant, dans le fond, au bout du fil, la personne pourrait ne pas être vraiment en adéquation avec le poste. Donc, quand on fait une pré-entrevue, qu'est-ce que cela va faire? Ça va vous permettre de jauger de la compétence réelle de la personne. C'est-à-dire, on va vérifier si effectivement ce qui est dans le CV, on va faire un premier test pour ne pas se casser les orteils, pour ne pas se casser les pieds, parce que vous pouvez voir que dans le CV est très bien présenté. Le CV explique bien que la personne a la compétence vraiment pour le poste, mais en fin de compte, dans la réalité, quand on essaie de communiquer avec la personne, on ne trouve pas effectivement que la personne est très qualifiée ou bien répond aux compétences exigées pour le poste. C'est pour cela, ça fait la deuxième raison pour laquelle on fait une pré-entrevue. Une pré-entrevue, et je vous ai dit que la pré-entrevue se fait toujours, pour ne pas dire toujours ou bien souvent, par téléphone. Se fait par téléphone. Donc, c'est très, très, très important de faire la pré-entrevue. On a dit deux raisons pourquoi la pré-entrevue. C'est deux raisons. C'est premièrement pour ne pas appeler des personnes qui ne sont pas intéressées au poste pour une entrevue en face à face. Parce que le temps du processus, si la personne est en recherche d'emploi actif, elle pourrait avoir déjà trouvé son poste. Et la deuxième raison, c'est le fait que il y a des fois, le CV ne correspond pas aux compétences de la personne. Donc, le CV pourrait être très bien monté, pourtant, dans le fond, la personne n'a pas la compétence requise vraiment. Et quand on est en face de cette situation-là, c'est très compliqué. On est en train de perdre du temps avec une personne qui n'est même pas compétente. Donc, quand on passe un petit coup de fil pour faire ce que nous appelons une pré-entrevue, on entend la personne. Donc, ça, c'est l'occasion pour vérifier vraiment premièrement, si la personne est vraiment intéressée au poste, et puis, deuxièmement, si la compétence qui a été spécifiée dans le CV est réelle pour éviter des pertes de temps. Pourquoi je suis venu avec ça? C'est très important. C'est parce que la plupart du temps, nous avons tendance, nous les postulants, à négliger une entrevue téléphonique. Ça s'appelle première prise de contact. Donc, on a tendance à négliger ça et pourtant, ça est très, 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 très important pour vous. C'est très important parce que si vous ne réussissez pas l'entrevue téléphonique,
vous n'allez pas être appelé vous n'allez pas pouvoir, je vais utiliser un verbe qui explique ça, vous n'allez pas pouvoir décrocher l'entrevue en face à face. C'est l'entrevue téléphonique qui va vous permettre de décrocher l'entrevue en face à face. Donc ça, c'est très, 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 très important pour vous. Donc, il faudrait vous préparer. Donc, quand vous avez fini d'envoyer votre CV après avoir reçu l'annonce du poste, il faudrait que vous vous préparez également pour l'entrevue téléphonique, qui est la première prise de contact. À partir de ce moment, vous allez signifier votre intérêt pour le poste. Vous allez prouver que vous êtes vraiment intéressé pour le poste. Vous allez montrer que non seulement que vous êtes intéressé pour le poste, mais vous avez la compétence nécessaire pour le poste. Donc, c'est très, très important pour vous qui êtes en train de chercher un emploi, de vous préparer non seulement à l'entrevue téléphonique, l'entrevue face à face, mais il y a aussi une troisième responsabilité que vous devrez avoir dans le cadre du processus de recrutement en tant que postulant. Il faudrait que vous vous préparez également au cas où on vous aurait demandé de passer une évaluation écrite. Et si on vous demande de passer une évaluation écrite, il faudrait vous préparer. C'est pourquoi, quand vous regardez l'annonce du poste, chaque point est important. Vous devriez vous attarder sur la marque de l'employeur, parce que l'on va chercher ça dans votre aptitude. On va chercher ça dans votre savoir, dans votre savoir-faire et dans votre savoir-être. On va chercher effectivement, est-ce que vous avez la compétence, l'habilité nécessaire pour pouvoir combler le poste en comparant votre charisme avec la marque de l'employeur, avec la caricature des employés que l'employeur cherche. Parce que dépendamment de la marque de l'employeur, il y a des types d'employés qu'il cherche. Il y a une qualité d'énergie que l'on doit trouver dans la personne qui pourrait attirer, qui pourrait être matché, synchronisé pour faire une bonne synergie avec la marque de l'employeur. Donc, tout ça est très important. Donc, il faudrait analyser la marque de l'employeur, c'est-à-dire la vision, la mission de l'entreprise, OK? La vision, la mission, les valeurs de l'entreprise. Il faudrait que vous attardez sur ce que l'on a projeté comme valeur. Il faudrait vous attarder à votre description de tâches, les responsabilités que vous aurez, les activités que vous aurez à entreprendre tous les jours. Il faudrait vous attarder également aux compétences, aux autres compétences, les compétences spécifiques. En plus des compétences liées au poste, il y a d'autres compétences, d'autres qui sont des atouts. Il faut miser sur les atouts et cela va vous mettre du côté des gagnants. Des gagnants. C'est-à-dire, dès que vous allez dans une entrevue, que ce soit l'entrevue téléphonique, elle doit être préparée. L'entrevue en face à face doit être préparée. Et l'entrevue, si pour une raison ou une autre, on décide de faire un test, vous devriez vous préparer aussi. Et qu'est-ce qui porte souvent les recruteurs à recourir à un test? C'est parce que il arrive des fois où l'on fait seulement une pré-entrevue au téléphone, après quoi on fait une entrevue en face à face, après quoi on vous confirme dans le poste. Mais si, à partir de la pré-entrevue qu'on aurait fait par téléphone et l'entrevue en face à face, on a beaucoup de postulants qui présentent
les mêmes compétences, qui fait le même nombre de points. À partir de ce moment, pour déployer ces postulants-là, on va vous demander de passer un test d'évaluation. On va devoir vous évaluer. Donc, à partir de ce moment, même lorsqu'on vous aurait dit que dans cette entrevue-là, vous ne savez même pas si l'on va faire un test ou pas, mais il faut aller chercher les données, les compétences liées au poste afin d'être en mesure de bien passer votre entrevue à la satisfaction des recruteurs. Parce qu'il y a des fois, ce qui arrive, et il y a des fois dans le cadre des entrevues, surtout les entrevues en face à face, vous pouvez rencontrer une seule personne ou bien plusieurs personnes à tour de rôle, mais il y a des fois, vous avez environ un jury de 3, de 4, de 5 personnes. Et dépendamment de la pertinence du poste, vous pouvez avoir un jury de plus de 5 personnes. Donc, vous devriez être en mesure de répondre valablement, de répondre de manière très soutenue à chaque question qu'on vous pose. Et c'est sûr que je vais devoir vous préparer également pour ça, parce que cette semaine-là, je vais travailler sur tout. C'est-à-dire, si pendant les jours passés, je travaillais pour les employeurs, cette semaine, je vais travailler directement avec les postulants pour vous permettre de vous outiller de manière à bien passer vos entrevues. Je dois vous dire, moi-même, dans mes expériences, la plus grande erreur qu'un recruteur aurait fait, c'est de me donner la chance d'avoir une entrevue. Parce que, et bien entendu, dernièrement, je dois vous dire que ça m'a joué un tour. Parce que j'ai été à 3 entrevues, j'ai réussi les 3 entrevues. Et puis, après quoi, j'ai choisi l'une des entreprises pour aller travailler. Et puis, ça m'a causé beaucoup de temps parce que l'entreprise avec laquelle j'avais eu la première entrevue, elle a été frustrée, énervée quand je lui ai annoncé que je suis désolée. Il m'avait appelé pour me dire que ma candidature a été retenue. Et puis, au moment où il était en train de m'appeler, j'étais en train de choisir une autre entreprise. Donc, quand je lui ai dit ça, ça a fait un tollé dans le milieu. Donc, ils étaient très vexés, très fâchés parce que j'avais fait le choix. Donc, c'est sûr que je vais devoir vous outiller de manière à être en mesure de passer valablement vos entrevues d'embauche. Donc, il faudrait toujours penser à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater du tout, parce que vous allez avoir de très bons contenus dans ces jours, parce que je suis très disponible à vous outiller de cette manière-là. Donc, quand vous êtes en train de préparer votre CV, votre curriculum vitae pour un poste, il y a 2 grandes choses que vous ne devriez jamais oublier. Parce que ce sont ces 2 choses-là qui pourraient vous permettre de décrocher le poste. La première chose, c'est la compétence pertinente. Quand on parle de la compétence pertinente, je vous l'avais expliqué déjà dans des formations passées. Donc, la compétence pertinente, cela veut dire que si vous voulez postuler comme, par exemple, agronome, vous devriez avoir expérience pertinente en agronomie. Si vous devriez postuler comme secrétaire, donc si vous êtes réceptionniste, vous n'êtes pas pertinente. Si on cherche un comptable et que vous-même, on dit qu'on a besoin d'un expert comptable et puis toi-même, tu es gestionnaire, c'est vrai que vous connaissez un peu de comptabilité, mais vous n'êtes pas un expert comptable, donc votre compétence n'est pas pertinente. La compétence pertinente, c'est surtout quand votre compétence correspond exactement aux besoins, aux exigences du poste exactement. Donc, c'est pour cela, je vous toujours dis, je ne cesserai jamais de répéter ça pour vous dans mes vidéos. Il faut vous positionner du côté des gagnants. Ça veut dire que vous devrez vous former.
vous performer, vous informer de manière à être un star dans votre domaine. Être un star dans votre domaine, ça c'est prioritaire. Si vous voulez aller loin dans votre domaine, il ne faut jamais cesser d'apprendre votre domaine. Il ne faut jamais cesser d'étudier dans votre domaine. Il ne faut jamais cesser de vous outiller dans votre domaine. Et c'est ça qui va vous aider à être un star dans votre domaine. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous allez vous détenir de ce que j'appelle, ou bien le milieu professionnel qu'on appelle dans le domaine de la gestion des ressources humaines, la compétence pertinente. Non seulement vous devriez avoir la compétence pertinente, mais il y a un autre point que je veux que vous maîtrisez. Et c'est très important. J'ai noté ça dans mon cahier pour ne pas oublier de vous le dire. C'est ce que l'on appelle, vous devriez être une personne de haute potentialité. C'est-à-dire, être compétent ne signifie pas que vous êtes de haute potentialité. Quand est-ce que vous êtes de haute potentialité? Vous êtes de haute potentialité, c'est quand non seulement vous détenez la compétence pertinente dans votre domaine, mais aussi vous avez la capacité de continuer à apprendre. Pourquoi vous avez besoin d'être de haute potentialité? C'est parce que dans le milieu professionnel, et ceci est vrai même pour les entrepreneurs, cela est vrai même pour les chefs d'entreprise, cela est vrai même pour les PME, cela est vrai même pour les grands géants internationaux. La haute potentialité est indispensable pour tout dirigeant, pour tout professionnel. Pourquoi? C'est parce que, surtout de nos jours, nous vivons dans un milieu professionnel qui est en perpétuel changement, qui est en perpétuelle innovation. Quand vous êtes de haute potentialité, vous serez en mesure de vous intégrer dans tous les changements qui vont être faits dans votre milieu professionnel. Comment est-ce que vous serez en mesure d'intégrer les changements? C'est parce que dans les innovations qui sont en train de faire, soit à l'intérieur des PME, soit alors petites et moyennes entreprises, soit à l'intérieur des grands géants internationaux. Donc, pour pouvoir réussir l'innovation, on va devoir former de nouvelles compétences. Et toi-même, si vous pensez, si tu penses que, ou bien si vous pensez que vous avez suffisamment de compétences et que vous n'avez pas besoin d'être en perpétuelle formation, donc ce que vous allez faire, vous allez connaître ce que l'on appelle l'obsolétisme. Votre savoir va être obsolète. Donc, vous allez être dépassé. Donc, pendant que vous croyez que vous êtes compétent dans votre domaine, vous êtes performant, vous avez de très grandes capacités dans votre domaine, et pourtant, avec les innovations, avec les changements, avec la globalisation, avec les systèmes planétaires, avec la mondialisation, vous êtes dépassé depuis très longtemps. Vous pensez que vous êtes compétent, donc la compétence de nos jours ne suffit pas. Vous devriez être de haute potentialité pour répondre à la mondialisation, pour répondre à l'innovation qui sont en train, pour répondre aux mutations qui sont en train d'être effectuées à l'intérieur des institutions. Donc, c'est comme ça que vous serez en mesure d'être star dans votre domaine. Star dans votre domaine signifie que non seulement vous devriez détenir la compétence pertinente, mais vous devez être de haute potentialité. Haute potentialité signifie que vous devriez être en perpétuelle formation. Franchement, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas être excité parce que, franchement, vous devriez être de haute
compétences de haute potentialité. Vous devrez être un star dans votre domaine. Donc, tant que si vous n'êtes pas en mesure d'intégrer les changements, d'être en mesure d'être en perpétuelle formation, de vous former, de vous performer, de vous informer, vous ne serez pas en mesure de répondre au temps. C'est-à-dire, avec le temps, vous allez connaître ce que l'on appelle la désuétude intellectuelle professionnelle. Donc, il faut éviter d'être désuet dans votre milieu de travail. Il faut éviter d'être dépassé. OK? Donc, c'est important. C'est très important. Donc, vous ne devriez pas vous laisser dépasser. Et pour ne pas vous laisser dépasser, vous devriez être un star dans votre domaine. Et pour être un star dans votre domaine, vous devriez être en mesure d'être de haute potentialité et de détenir la compétence pertinente. C'est très important. Et donc, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous parler. Dans notre prochaine vidéo, je vais vous présenter des astuces pour passer votre entrevue avec succès. C'est ça que l'on va voir. Je vais vous outiller de manière à pouvoir passer votre entrevue avec succès. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, beaucoup à voir ensemble. Donc, je vais finir avec la dotation. Mais la prochaine fois, je vous assure que je vais vous apporter des outils qui vont vous permettre, des astuces qui vont vous permettre de passer haut la main vos entrevues d'embauche. Merci.